L'opération Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte a été officiellement lancée ce jeudi par le chef de l'État. Cette opération de planting d'arbres au jardin botanique de Bingerville dans le district d'Abidjan a été l'occasion pour le président Alassane Ouattara d'inviter l'ensemble des Ivoiriens au reboisement. Dans ce 20h, une signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Children of Africa, convention dans laquelle il est prévu une subvention annuelle de 1,2 milliard de francs CFA pour le fonctionnement de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les habitants du quartier Sceaux-des-Forts Extension dans la commune de Yopougon subissent durement les effets des pluies diluviennes. Ce quartier totalement inondé oblige les habitants à quitter leur domicile. L'envoyé spécial de l'ONU pour la résolution de la crise politique au Burundi a tout simplement jeté l'éponge. L'Algérien Saïd Djeniz a quitté ses fonctions de médiateur dans ce dialogue. Nous ferons le point de la situation qui prévaut dans ce pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. À suivre dans cette édition, le dossier du jeudi consacré aujourd'hui à la situation que traversent les ferrailleurs des communes de Koumassi, Marcory et Abobo. Pourquoi n'ont-ils pas été relocalisés malgré l'opération de déguerpissement? À quand leur installation définitive? Les réponses dans une vingtaine de minutes. Commençons par ce lancement de l'opération de planting d'arbres au jardin botanique de Bingerville dans le district d'Abidjan. Opération lancée officiellement par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette opération de reboisement s'inscrit dans le cadre de l'opération Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte. Awa Touré. Associée à la Journée internationale des forêts et à la Journée nationale de l'arbre, l'opération Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte est une campagne de sensibilisation de l'opinion publique au rôle vital joué par les forêts dans le développement durable. Cette opération répond à l'engagement du président de la République Alassane Ouattara de préserver la forêt tout en développant l'agriculture et à relever le défi de la restauration du couvert forestier en portant le taux de couverture forestière de 6 à 20% à l'horizon 2040. Il s'agit, selon le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, partenaire de cette campagne, de reconnaître l'importance de la gestion des forêts dans le processus de développement durable. Sans les forêts, les réserves d'eau sont menacées. Sans forêt ni arbres, les zones côtières, les zones montagneuses et les zones arides sont plus sensibles aux catastrophes naturelles et d'origine climatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces raisons, les forêts sont essentielles pour la sécurité alimentaire, maintenant et dans l'avenir, et doivent faire partie de toute planification de l'utilisation des terres. Les forêts jouent un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'elle fonctionne comme un puits de carbone et contribue à l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, en plus du renforcement de l'humidité atmosphérique. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, a pour sa part indiqué que les Ivoiriens vont adhérer massivement à cette opération avec l'implication personnelle du chef de l'État. L'objectif visé en regroupant ces trois activités dans une opération unique intitulée « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » est de sensibiliser le grand public pour obtenir son adhésion à une action de masse au bénéfice de la réhabilitation du couvert forestier national. Excellence, Monsieur le Président de la République, en plantant vous-même le premier arbre de cette opération, la famille des Eaux et Forêts est convaincue que votre action sera suivie et imitée par chaque habitant de ce pays et tous ceux qui y vivent. Cette cérémonie de lancement de l'opération Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte a aussi été marquée par la présentation d'une révolution technologique dans le domaine de l'irrigation, la pluie solide, qui se présente sous forme de granulés. Le nom du produit, c'est le polyacrylate de potassium. Voilà, donc c'est un engrais qui va justement rester dans le sol, s'enfler au contact de l'eau et il restituera l'eau à la plante au fur et à mesure qu'elle en a besoin. Le produit reste 8 à 10 ans dans le sol.
Le président de la République, Alassane Ouattara, à la suite de cette présentation qu'il a suivie avec beaucoup d'intérêt, a planté son arbre, un acajou bassam, donnant ainsi le coup d'envoi de la campagne « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». La déforestation est très grave pour notre pays, pour la population, pour l'environnement. Et le fait que nous soyons réunis aujourd'hui pour lancer cette opération est quelque chose de très utile pour tous nos concitoyens. Donc je voudrais inviter tous nos concitoyens, toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à participer de manière pleine et entière à cette opération qui permettra dans quelques années d'avoir une Côte d'Ivoire plus verte. Donc j'ai planté un arbre aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire plus verte pour le futur. Cette initiative prévoit le planting de 22 millions d'arbres sur toute l'étendue du territoire national et une vaste campagne de sensibilisation des populations sur la protection des arbres et des forêts. Le président de la République participera aux travaux du 25e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les enjeux de cette rencontre avec Jérôme Kofi Abola. 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sommet du 12 au 14 juin 2015 à Johannesburg, hors du siège de l'Union, Addis Abeba, mais en Afrique du Sud. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est attendu ce vendredi dans le cadre de cette rencontre. Le chef de l'État ivoirien va notamment consacrer son séjour sud-africain au 23e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, entendez le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La Côte d'Ivoire ayant adhéré à ce mécanisme lors du 24e sommet de l'Union africaine en janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie, le président Alassane Ouattara vient de faire adopter en Conseil des ministres la création d'une commission nationale du MAEP. Année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, c'est le thème choisi pour cette rencontre du Johannesburg. Nul doute que les questions relatives aux élections et à la gouvernance sur le continent africain occuperont une place de choix à ce rendez-vous. Parlons maintenant d'actions de portée sociale et humanitaire. La présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, a signé ce jeudi à la primature une convention avec l'État de Côte d'Ivoire, convention dans laquelle il est prévu une subvention annuelle de 1,2 milliard de francs CFA pour le fonctionnement de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le point avec Abiba Dambélé. L'hôpital mère-enfant, un projet cher au cœur de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient de bénéficier de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, qui va assurer son fonctionnement en apportant un financement annuel de 1,2 milliard de francs. La convention a été paraphée par la première dame de Côte d'Ivoire et les ministères impliqués dans ce projet en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Madame la Première dame, permettez-moi de saisir l'occasion de cet instant mémorable pour vous rendre l'hommage que méritent les nombreuses actions que vous réalisez à travers la Fondation Children of Africa. Actions qui viennent en soutien au projet de société de votre illustre époux, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Bientôt, votre Fondation Children of Africa va offrir aux mères et aux enfants de Côte d'Ivoire un important établissement qui est justement au centre de notre rencontre de ce jour, l'hôpital mère-enfant de Bingerville. D'un coût total de 12,5 milliards de francs CFA, entièrement financé par Children of Africa et ses partenaires, dont la chaîne Espoir, l'hôpital mère-enfant de Bingerville vient prendre sa place parmi les structures hospitalières de notre pays. C'est un hôpital de dernière génération que votre fondation met à la disposition de la Côte d'Ivoire dans l'intérêt de la mère et de l'enfant jusqu'à 17 ans. La présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara, soulagée et fière de l'aboutissement de son rêve, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, financé à plus de 12,5 milliards de francs par des fonds privés et qui va bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet va contribuer à améliorer la qualité des soins destinés aux mamans et aux enfants. Aujourd'hui, c'est un pas décisif, important. Et je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général,
tous les ministres ici présents pour votre soutien fort dans ce projet important, qui est un projet important pour la population de Côte d'Ivoire, mais surtout pour les femmes et les enfants. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, après avoir pu financer la construction, l'équipement, tout cela sur fonds privés, ça c'était un grand challenge très important de 12,5 milliards. Donc je remercie au passage tous les donateurs qui ont pu nous aider. Nous arrivons à la période de la gestion de l'hôpital. Et c'est quelque chose de très, très important. Vous avez accepté, Monsieur le Premier ministre, qu'une subvention annuelle soit accordée à l'hôpital mère-enfant. Et je vous en remercie car cela va nous aider à soigner les plus défavorisés. L'hôpital mère-enfant de Bingerville sera géré conjointement par l'ONG Chaîne de l'Espoir, l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Children of Africa. L'occasion de présenter les membres de son conseil de gestion, les membres d'honneur, le conseil d'administration et les conseillers de ce projet ambitieux qui se réalise pour la bonne santé des Ivoiriens. L'actualité dans l'environnement des affaires en Afrique, c'est aussi la révision des actes uniformes de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Bien d'autres préoccupations seront débattues au cours de cette 39e session du Conseil des ministres de l'OHADA, ouverte ce matin à Yamoussoukro. Zani Gabriel. La 39e session du Conseil des ministres de justice et des finances de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires s'annonce comme un sommet de dur labeur. Le ton a été donné ce mercredi à la cérémonie d'ouverture des assises à l'hôtel président à Yamoussoukro. Le secrétaire permanent de l'OHADA, dans son allocution, a vite fait d'énumérer les sujets d'actualité qui attendent les ministres, de l'actualisation des actes uniformes en vigueur à l'informatisation des registres de commerce et du crédit immobilier. L'OHADA demeure avant tout un succès pour la garde des sceaux françaises. Christiane Taubira félicite l'OHADA et donne en même temps des pistes de réflexion. La pratique du principe de l'effectivité du droit, l'adoption de sanctions pénales, du statut de l'entrepreneur, dans toutes ces revisions énormes qui attendent l'organisation, la ministre française réaffirme l'engagement de la France aux côtés des États de l'OHADA. La France est aussi attentive aux propositions des 17 pays de l'organisation. Même si elle fait la proposition de l'instauration d'un barreau de l'OHADA, il appartient au pays de l'OHADA de prendre la décision. Daniel Kablan-Duncon, le Premier ministre ivoirien, a dans son intervention encouragé les ministres et experts au travail. Restons encore avec notre reporter sur place à Yamoussoukro, Zanilou Gabriel, qui nous situe maintenant sur les enjeux de cette session. Cette année, la Côte d'Ivoire assure la présidence des instances de direction de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, préside la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le ministre de la Justice, Nyenema Mamadou Koulibaly, est le président du Conseil des ministres de l'OHADA. Les institutions de l'organisation fondent un grand espoir sur cette présidence car l'exercice coïncide avec la révision d'importantes réformes de l'OHADA. Ces assises qui enregistrent la participation de plus de 30 délégations vont ouvrir plusieurs chantiers devant permettre l'encadrement juridique des affaires dans l'espace OHADA. L'affermissement de l'état de droit économique en Afrique subsaharienne a été grâce à l'œuvre de l'institution juridique commune. Cette région du continent a connu une croissance forte de 5% ces dernières années. Si donc l'attractivité normative est devenue un outil au service de l'économie, ces travaux des ministres doivent rendre souples les conditions des activités économiques des entreprises et l'investissement des partenaires techniques et financiers dans l'espace. Des enjeux politiques et économiques majeurs qui peuvent influer sur le développement social des populations. Les défis liés à la croissance pris en compte par des actions juridiques appropriées pourront inspirer la confiance et le soutien de la communauté internationale.
C'était Zanilou Gabriel. La 7e édition du Forum Africa Banking, événement annuel et régional de la Banque en Afrique francophone, s'est ouverte ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, autour du thème « Les nouveaux défis de la Banque en Afrique ». Plus de 200 professionnels représentant une vingtaine de pays participent à ce forum qui a pour but de promouvoir le partenariat sud-sud, mais surtout de favoriser l'investissement, nous dit notre reporter Noël Gnagno. Ces professionnels du secteur bancaire et financier africain, au nombre de 200, venus d'une vingtaine de pays d'Afrique francophone, veulent repenser la banque africaine, lui donner les moyens de son développement et poursuivre ainsi la mutation du secteur bancaire et financier africain. D'où le thème de la rencontre, les nouveaux défis de la banque en Afrique francophone. Le financement des PME reste problématique. Les efforts à faire restent importants. Ils doivent être soutenus, continus et mués conjointement. Les banques doivent se professionnaliser et innover en matière d'analyse du risque, de garantie et de montage. Le financement de l'habitat, longtemps défaillant, devrait bénéficier de l'intervention du nouveau mécanisme régional de refinancement hypothécaire et de la facilitation des conditions de refinancement des prêts accordés par les établissements, ce qui aurait un effet d'entraînement sur l'ensemble de nos économies. Pour cette 7e édition de African Banking Forum 2015, les experts vont entre autres échanger sur les enjeux des métiers parabancaires, la bancarisation de la PME et l'importance des NTIC dans l'avènement de nouveaux modèles bancaires. Sur la question des NTIC, Bruno Nabane Koné, ministre en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, a planté le décor du nouveau partenariat entre les banques et les TIC. Les banques deviennent progressivement des entreprises numériques, au vrai sens du terme. Dans notre entendement, l'entreprise numérique a plus généralement comme caractéristique de disposer d'un plan numérique pour toutes les dimensions de son modèle d'affaires. Cette entreprise numérique doit être capable de substituer des services à des produits en raisonnant pas seulement en termes de données structurées, mais également en termes d'information et de connaissances collectives. Elle doit être capable de banaliser l'accès à l'information et de rendre cette information accessible à partir de n'importe quel média, de n'importe où, n'importe quand et dans des conditions de sécurité conformes aux standards internationaux. Les débats et les échanges au cours des 6 panels permettront de tracer les sillons de la nouvelle Banque d'Afrique francophone, un outil au service du développement d'une économie africaine inclusive. Toujours dans le domaine économique, un atelier consacré à la réglementation du Code des investissements est organisé par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'objectif de l'atelier, améliorer l'environnement des affaires, mais surtout encourager l'investissement privé en Côte d'Ivoire, nous dit notre reporter, Koné Adama. 3 ans après la mise en œuvre du nouveau Code des investissements, il est apparu important pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, d'en faire une évaluation afin d'améliorer le climat des affaires. À cet effet, un atelier de recadrage et de validation des propositions relatives aux dispositions réglementaires du Code des investissements a été organisé. Il y a eu des résultats très positifs, il faut le reconnaître. Presque 347 entreprises créées au cours des 3 dernières années, près de 1100 milliards d'investissements prévus, près de 12 000 emplois permanents. Mais il faut toujours s'inscrire dans une dynamique du futur. Il faut voir un peu, est-ce que le code que nous avons, qui donne de bons résultats, est toujours aussi compétitif. Pour le ministre auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, cette révision du code permettra à un nombre plus important d'entreprises de s'installer en Côte d'Ivoire, ce qui est synonyme de création d'emplois, surtout pour les jeunes. La préoccupation principale du chef de l'État à travers le Premier ministre est de s'assurer de l'effectivité, de l'impact de toutes ces mesures qui vont être prises dans le cadre du Code des investissements relativement à l'emploi des jeunes. Le Code des investissements est un document rédigé en vue de promouvoir la croissance et le développement économique d'un pays. La Côte d'Ivoire est à son 4e Code des investissements, après ceux de 1959, 1984 et 1995.
Voilà ce communiqué de la CIE. La compagnie ivoirienne d'électricité informe les populations que suite à un défaut sur la ligne reliant le poste de Buyo à celui de Mans, la fourniture de l'électricité a été interrompue dans le district de Montagne le 9 juin dernier. À 12 heures, les premières actions ont permis de reprendre l'alimentation d'électricité dans les villes de Mans, Diokwe, depuis hier mercredi 10 juin. Les villes de Danané, Diokwe, Fakobli et Kwibli ont ensuite été réalimentées ce jeudi. Les actions sont en cours afin de ramener la situation à la normale dans les meilleurs délais. Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, a reçu le formulaire des déclarations de biens. Ce formulaire lui a été remis par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les biens du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire seront donc officiellement connus. C'est ce que l'on peut retenir de ce lancement officiel de l'acte de déclaration de biens en Côte d'Ivoire, le témoignage de Léon Brou. Première sortie du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance depuis sa nomination en mars 2015, l'Assemblée nationale. Finalité du déplacement de Seydou Eliman Diarra, le lancement officiel de la déclaration de patrimoine. Et c'est le chef du Parlement que le gardien de la bonne gouvernance invite en premier à se soumettre à l'obligation de faire connaître ses biens par la remise de formulaires. Normal pour le premier responsable de l'organe de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées, Guillaume Soro est bien placé pour donner l'exemple. Il incarne l'institution où s'exprime la démocratie et la bonne gouvernance. Le Parlement dans un pays, c'est le temple de la démocratie. Et je pense qu'il était nécessaire de venir saluer le président de l'Assemblée nationale. Nous allons par la suite voir le Premier ministre également. En lieu d'émergence, il faut essayer de bannir tout ce qui est illicite, de manière que la Côte d'Ivoire soit prise au sérieux. Pour Guillaume Soro, première personnalité à déclarer ses biens après les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, se soumettre à cet exercice est un acte de citoyenneté. Il s'agit de permettre l'application effective des lois prises par l'Assemblée nationale. Je dois dire que je suis plutôt privilégié que je sois la première autorité à devoir me soumettre, n'est-ce pas, à cet exercice. Et j'invite toutes les autorités à se soumettre au même exercice. La bonne gouvernance, ça doit d'abord commencer par nous-mêmes, parce que le peuple nous regarde, mais au-delà du peuple, c'est tous ceux qui ont confiance en nous qui nous regardent. Sont assujettis à la déclaration de patrimoine les chefs et présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les élus et toute personne agissant pour le compte et avec les moyens de l'État. Le reste de l'actualité avec tout d'abord ce procès qui s'inscrit dans le cadre de la crise post-électorale. Ce jeudi, le tribunal militaire d'Abidjan a entendu le commandant Anselme Sekayapo poursuivi pour des faits de violation de droits humains et de violation de consignes pendant la crise post-électorale de la période 2010-2011. 7 autres officiers ont également été auditionnés. Le point avec Abou Sanogo. Sa comparution a duré un peu plus de 6 heures d'horloge. Le commandant Anselme Sekayapo était face au juge Dambélé Taïrou pour répondre des faits de violation de consignes, meurtre, coups et blessures volontaires, détournement des deniers publics. À la barre, Seka a rejeté les infractions à lui reprocher. Il a affirmé n'avoir reçu de sa hiérarchie aucun message particulier de ralliement aux nouvelles autorités. À l'époque des faits, selon lui, c'est le président Laurent Gbagbo qui a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Il était donc au service de sa personne et des institutions. Par ailleurs, le commandant Seka dit avoir reconnu le président Alassane Ouattara que le 31 mai 2011, après que le Conseil constitutionnel l'a proclamé officiellement président de la République. Pour les autres infractions, le tribunal a ordonné un supplément d'information. Le tribunal a fait véritablement du droit. C'est-à-dire le tribunal a vu les faiblesses du dossier et a demandé au parquet de poursuivre son enquête. Parce qu'il y a des éléments clés qui manquent à ce dossier.
Témoin du meurtre de 4 de ses collaborateurs par le commandant Seka et ses hommes, le ministre Joël Nguessan a souhaité que réparation soit faite. Le tribunal a donc ordonné un supplément d'information à l'effet de faire produire ou de produire le certificat de genre de mort concernant Yapo Akafou Jean Arsène, garde du corps du ministre Joël Nguessan. À défaut, il ordonne l'exhumation du corps. L'élève officier qui a reçu une balle de Seka dans la jambe gauche a également demandé réparation. Les parties seront donc convoquées à une date ultérieure pour la poursuite des débats. Le travail des enfants est reconnu comme une question essentielle des droits de l'homme. Il est donc important de savoir ce que c'est que le travail des enfants. À quel moment parle-t-on d'exploitation abusive des enfants? Quelles sont les limites quand on parle de travail des enfants? Les réponses avec Patricia Omo. Exécutés par les enfants ou les adolescents ne tombent pas forcément sous la dénomination de travail des enfants. Les tâches qui se limitent à aider les parents à la maison, dans l'entreprise familiale sous certaines conditions, gagner un peu d'argent de poche en dehors des heures de cours ou pendant les vacances scolaires, ne sont pas considérées en tant que telles comme des tâches relevant du travail des enfants. Par contre, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental. Cependant, dans le monde entier, des millions d'enfants exécutent des travaux extrêmement dangereux dans des conditions néfastes pour leur santé, leur éducation, leur épanouissement personnel et social et voire pour leur vie. 318 millions d'enfants de moins de 15 ans travaillent. Plus grave encore, 73 millions d'enfants de moins de 10 ans travaillent. Pour finir, 126 millions d'enfants astreints au travail ont une activité dangereuse. 22 000 enfants meurent chaque jour. Le travail des enfants et le travail forcé existent également dans la cacaoculture. En Afrique subsaharienne, à peu près un enfant sur 3 travaille, ce qui représente 69 millions d'enfants. Après 3 ans de combats acharnés contre le phénomène de travail des enfants, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants, CNS, présidé par la première dame Dominique Ouattara, a mis en œuvre son plan d'action national 2012-2014 de lutte contre le travail des enfants. La célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants a lieu en Côte d'Ivoire le 12 juin de chaque année. Les ferrailleurs des communes d'Abobo, du Koumassi et de Marcory sont encore sur leurs différents sites malgré l'opération de décapissement lancée par l'autorité ivoirienne. Alors, question, pourquoi n'ont-ils pas été encore relocalisés? Et qu'en pensent les automobilistes et riverains de leur présence en pleine ville? Les réponses de Koné Pargassoro. La ferraille, lieu de recyclage du fer pour la fabrication des marmites, de fourneaux et de bien d'autres matériels de cuisine. À la ferraille, on y vend des moteurs, des véhicules, des pièces détachées des véhicules importés d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Une masse de ferraille destinée à la vente, mais aussi considérée comme des nids de bandits. À cause de la ferraille ici, à partir de 20 h, on est obligé de fermer les portages. Et ça agresse ici matin, midi, soir. La dernière fois, ils ont agressé ma soeur. Elle était sortie, elle rentrait et puis ils l'ont agressée. Ils ont pris son portable. La casse, c'est aussi les bruits de moteurs et de meules. Bruit assourdissant des tapailles de fer morts, carcasses de voitures entassées d'un côté, puis de l'autre, amortisseurs et échappements en plein recyclage. Nous sommes à la ferraille d'Abobo, une des ferrailles du district d'Abidjan. Cette ferraille est située en pleine ville et crée de nombreux désagréments. Sur cette voie express menant à Agamé, chaque jour le scénario est le même. Des embouteillages. Qu'on fasse partir la casse de la ville ici pour les mettre à l'écart. Je préfère qu'on les éloigne de la ville parce qu'ils créent des embouteillages au niveau de Anador. Outre ces embouteillages, la présence de la ferraille d'Abobo constitue également un véritable souci pour les riverains du quartier Cité Verte. Huile de moteur et déchets de fer morts sur la voie publique. Route impraticable et insalubre, mais aussi insécurité. Autant de difficultés que rencontrent les habitants de ce quartier. Yeo Ouma et Florence Yao habitent ce quartier. Ils se disent révoltés. Puisqu'il y a les voitures sur la route là,
Tu ne peux même pas venir toi-même ta propre voiture. Tu es obligé de laisser ta voiture au bureau là-bas pour marcher, rentrer à la maison. Donc franchement, si on dit qu'il ne nous gêne pas, on a menti. Voilà, quand il y a un malade là, il est obligé de sortir de lui-même. Voilà, à l'hôpital, sinon on ne peut pas venir l'évacuer ici, au niveau du Banco, parce qu'il n'y a pas de route. Ça nous gêne parce que la route n'est pas du tout bien. Les enfants, tout ça, les enfants ne peuvent pas aller jouer dehors. La route est gâtée tardivement, la nuit, on ne peut pas rentrer, pas sortir. Les enfants ne peuvent pas étudier, en tout cas la journée. Ils n'ont qu'à trouver un autre endroit pour eux, là c'est encore plus mieux. Les artisans ferrailleurs de la commune d'Abobo reconnaissent causer des soucis aux populations, mais ils n'entendent pas quitter de sitôt les lieux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été pris en compte dans la relocalisation des ferrailleurs sur le nouveau site d'Abobo-Ndotré. Les riverains se plaignent de nous. Les usagers de la voie express à Abobo à Djamé se plaignent également de nous. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que les ferrailleurs d'Abobo n'ont pas été pris en compte pour le recasement sur le nouveau site de Ndotré. Alors vraiment, nous sommes un peu meurtris. Ils sont obligés de vivre avec nous comme ça. De la ferraille d'Abobo à la ferraille de Koumassi, en passant par celle de Makori, c'est le même désagrément. Cependant, dans ces ferrailles situées en pleine ville, on y fait aussi de bonnes affaires. On trouve dans ces lieux du matériel d'électricité, des pièces de véhicules et bien d'autres faits morts. C'est pourquoi, pour certaines personnes, la place de la ferraille est en ville. Très utile même parce qu'une fois que la voiture tombe en panne, au milieu d'un embouteillage, vous voyez que ça crée plus d'embouteillage encore. Donc, on suppose que si la case est présente en ville, en 5 minutes, elle peut dépanner le concerné pour qu'il puisse éviter l'embouteillage et puis d'autres mésavantages encore. La ferraille est très importante en ville parce qu'actuellement, nous avons assez de voitures même au niveau d'Abidjan. Et quand une voiture tombe en panne, je pense que ça peut créer même l'embouteillage. Présence de la ferraille en ville ou en dehors de la ville. Pour le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, une solution sera trouvée à cette situation. Il y avait un projet de casse moderne sur un espace de 80 hectares pour Abidjan Nord. Et il doit y avoir un autre projet de casse moderne pour Abidjan Sud. C'est-à-dire tous les ferrailleurs, mécaniciens garagistes, après le pont, à Djamé, à Bobo, Yopougon, même à Nyama, devaient se retrouver en d'autres sur 80 hectares. Et ceux qui sont après, avant le pont, Trècheville, Makori, Koumassi, devaient se retrouver sur un autre site, sur le Bassam. Quand on aura aménagé le site de 65 hectares, parce que les 80 hectares initialement prévus, on n'a pu obtenir que 15 hectares. Quand on doit aménager ceci, bon, à partir de ce moment, on peut déménager. Quels que soient les avis, les 6 ferrailles du district d'Abidjan, elles, continuent de grouiller de monde et de ses activités. C'était donc le dossier du 20h proposé par le service société de la rédaction. Je vous le disais dans les titres, les habitants du quartier Sodefo Extension dans la commune de Yopougon subissent durement les effets des pluies diluviennes. Ce quartier, on peut le dire, totalement inondé, oblige les habitants à quitter leur domicile. Le témoignage de notre reporter Emma Niamien dans nos prochaines éditions. Voilà. L'actualité à l'étranger, l'envoyé spécial de l'ONU pour la résolution de la crise politique au Burundi, l'Algérien Saïd Adjini, a tout simplement jeté l'éponge. Le médiateur de l'ONU, qui n'a pas obtenu de progrès au cours de ce dialogue interburundais, a été accusé par l'opposition de pencher en faveur du gouvernement, ce que dément Saïd Djinis. La crise politique se poursuit donc dans ce pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir regardé. Excellente soirée sur RTI 1.